J'ai toujours pensé que le pire moment d'un enterrement était de regarder le corps dans le cercueil. Mais maintenant, je sais la vérité. Le pire, c'est d'être à l'enterrement, là où l'on prépare une place pour vous. Lorsque vous êtes attiré dans votre propre maison par la tromperie, lorsque des parents que vous pensiez proches de vous se transforment en étrangers, au regard vide, et lorsque chacun de vos mouvements fait partie d'un jeu dont vous ne comprenez pas la fin. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un enterrement, c'est l'histoire de la façon dont j'ai miraculeusement échappé à mon propre enterrement. Le retour à la maison laisse toujours un arrière-goût étrange. La nostalgie se mêle aux souvenirs amers du passé, surtout lorsqu'il faut revenir pour des funérailles. L'oncle Henri a toujours semblé inébranlable, comme si la mort n'avait rien à voir avec lui. La nouvelle de son décès, soudain, m'a donc pris par surprise. Une crise cardiaque, ont-ils dit, mais il y avait quelque chose de creux dans ces mots, comme s'ils avaient été prononcés automatiquement. Cela faisait 10 ans que je n'étais pas retourné dans cette ville. J'avais laissé derrière moi la vieille maison familiale et mes souvenirs d'enfance. Cependant, ces souvenirs n'étaient pas toujours brillants. La famille assez resté unis, mais cela ne veut pas dire que nous étions proches. On s'attendait à ce que tout le monde assiste aux funérailles. Le refus n'était donc pas pris au sérieux. J'ai accepté, même si quelque chose dans ma poitrine s'est resserré au moment où j'ai pris cette décision. L'église se trouvait loin de la ville, vieille, délabrée. Elle me rappelait l'époque où elle avait été construite. Des pierres sombres, des vitraux étroits qui tamisaient la lumière, la transformant en une faible lueur, et le silence absolu qui enveloppait l'espace autour d'elle. Tout cela aurait dû être apaisant, mais il semblait que ce silence respirait quelque chose d'étranger. Je suis arrivé tôt, il n'y avait pratiquement pas de voiture. Seuls quelques membres de la famille s'activaient autour de l'entrée, comme des fantômes dans la brume grise du matin. J'ai serré les mains sur le volant, pas pressé de sortir. J'avais le sentiment qu'une fois que j'aurais fait un pas en avant, je ne pourrais plus revenir en arrière. Mais ce ne sont que des funérailles, me suis-je dit. Il n'y a rien à craindre. Je suis sorti de la voiture et le vent froid a légèrement tiré sur ma veste. Laissant la ville derrière moi, j'avais déjà oublié à quel point les matins d'hiver sont frais ici. Le gravier crissait sous mes pieds et le son semblait trop fort dans le silence ambiant. 2 membres de la famille qui se trouvaient à l'entrée se sont tournés vers moi presque simultanément. Leur visage était si figé que cela paraissait anormal. Je me suis forcé à les saluer d'un signe de tête, même si leur regard faisait vibrer la peau de ma nuque. Il faisait frais à l'intérieur de l'église, même si j'avais espéré me cacher du matin d'hiver. Les murs étaient couverts de la patine du temps. Les fresques, autrefois majestueuses, étaient à présent à moitié effacées et les sols en pierre glissaient légèrement sous les pieds. Un silence retentissant envahit l'espace. Même lorsque j'entendais la voix de quelqu'un, elle semblait étouffée, comme si chaque mot se perdait dans les murs. Tante Margaret, la sœur de l'oncle Henri, se tenait près du cercueil, sa robe noire paraissant encore plus noire dans la pénombre de l'église. Elle ne pleurait pas, mais ses yeux étaient fixés sur le cercueil. Je me suis approché et je l'ai saluée à voix basse. Elle a seulement hoché la tête. Son visage était aussi figé que les 2 personnes à l'entrée. Cela m'a inquiété. J'ai regardé le visage de mon oncle. Il avait l'air calme, mais ce calme avait quelque chose d'anormal. Peut-être était-ce à cause des ombres qui tombaient sur son visage à cause de la lumière du vitrail, mais on aurait dit que ses yeux étaient sur le point de s'ouvrir. Je me suis forcé à détacher mon regard et à regarder autour de moi. Plusieurs rangées de bancs en bois, derrière lesquels d'autres parents apparaissaient peu à peu, remplissaient l'espace. Je n'en reconnaissais aucun, alors qu'ils auraient dû m'être familiers. Plus je restais là, plus quelque chose dans l'air me crispait. Les membres de la famille se déplaçaient étrangement. Leurs yeux ne se portaient pas les uns sur les autres, mais sur moi. Je me suis dit que c'était parce que je n'étais pas venu dans ma ville natale depuis longtemps. Mais plus je regardais leurs visages, plus je remarquais qu'ils semblaient tous se copier les uns les autres. Le même regard, la même expression. Je me suis assis dans un coin, à l'écart de tout le monde. Le temps s'étirait comme de l'argile froide. J'ai à peine écouté les discours de la cérémonie. Chaque mot était quelque peu formel, comme si ceux qui le prononçaient ne comprenaient pas ce qu'il signifiait. L'impression que tout cela n'était qu'un jeu grandissait. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était la façon dont tous ces gens essayaient d'éviter mon regard. Ce n'était pas une coïncidence. Je voulais croire que ce n'était que mon imagination, mais quelque chose en moi protestait. À la fin de la cérémonie, tante Margaret m'a appelé. Elle m'a invité à passer la nuit dans la maison familiale. Sa voix était calme et anormalement posée, presque indifférente. J'ai hésité, mais elle a insisté. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti que j'avais commis ma première erreur. La maison où j'ai grandi se trouvait à la lisière de la forêt, loin des routes principales. Elle m'a toujours semblé froide et lugubre, même lorsque j'étais enfant et que nous y vivions en famille. Aujourd'hui, elle semblait encore plus grande et plus vide, comme si le temps l'avait vidée de toute sa chaleur. Dès que j'ai pénétré dans le couloir, le sentiment d'anxiété qui m'avait hanté toute la journée s'est intensifié. Margaret me conduisit à la chambre d'amis de l'étage. Les marches grinçaient là sous mes pieds, comme avant. Elle me dit que le dîner serait servi dans 1 heure et me laissa seule. J'ai regardé autour de moi. La chambre n'avait rien de spécial.
normale. Une vieille armoire, un lit avec un couvre-lit usé et une chaise près de la petite fenêtre. Mais il y avait quelque chose d'anormal dans cet espace ordinaire. C'était comme si la pièce m'observait. Je me suis approché de la fenêtre pour regarder la cour. Le ciel du soir se confondait avec les arbres en une masse sombre. Le brouillard enveloppait lentement le sol. Je ne voyais personne, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelqu'un me regardait. Je me suis retourné et j'ai regardé la porte. Elle était entrouverte et cela m'agaçait. Je me souvenais bien l'avoir fermée en entrant. Prenant une profonde inspiration, j'ai décidé que ce n'était que de la nervosité. Rien d'étrange. Juste le jour de l'enterrement et une maison oubliée depuis longtemps. Je décidais de descendre rejoindre les autres pour le dîner. Quand je suis descendu, la maison était presque complètement silencieuse. Des voix étouffées provenaient de la cuisine, mais on aurait dit que quelqu'un parlait délibérément à voix basse pour que je ne l'entende pas. Je m'arrêtais sur le seuil, espérant comprendre ce qu'il disait, mais les mots étaient flous et je n'ai retenu que quelques phrases. Il est seul, tout est prêt, personne ne le cherchera. Mon cœur s'est emballé. Aurais-je mal entendu quelque chose? Il pouvait s'agir de conversations normales qui semblaient suspectes en raison de mon état. Après tout, j'étais épuisé et ma famille m'a toujours semblé un peu étrange. Je suis entré dans la cuisine. Margaret et deux oncles que j'ai à peine reconnus étaient assis à table. Ils se sont arrêtés de parler en me voyant, le visage toujours aussi figé. Ils m'ont invité à m'asseoir et j'ai senti mes pieds avancer involontairement, alors que tout en moi criait « Fuyez !» Il y avait un repas simple sur la table, de la viande en ragoût, des pommes de terre et quelques légumes. Tout avait l'air si ordinaire que je me suis presque détendu. Mais lorsque j'ai pris une cuillère pour goûter la soupe, j'ai remarqué que 3 paires d'yeux me regardaient attentivement. La sensation était si insupportable que j'ai failli laisser tomber la cuillère. Margaret m'a demandé comment était la nourriture, mais quelque chose a changé dans sa voix. On aurait dit qu'elle savait quelque chose que j'ignorais. J'ai répondu que j'allais bien et je me suis forcé à manger quelques cuillères de plus. Mais après quelques minutes de silence tendu, je n'en pouvais plus. Je me levais marmonnant que j'allais me reposer et montais rapidement dans ma chambre. Je fermais la porte derrière moi et m'appuyais sur elle comme si elle allait me protéger. J'étais maintenant certain qu'il se passait quelque chose. Ma famille se comportait étrangement. Mais que cachait-il exactement? Je commençais à me souvenir de bribes de conversations, de regards échangés au cours du dîner, d'un sentiment inexpliqué que je n'étais pas seul. Tout cela donnait une image terrifiante. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongé dans l'obscurité, j'entendais de temps en temps des pas dans les couloirs. Ils étaient silencieux, mais je savais qu'il ne s'agissait pas de fantômes du passé, mais de personnes bien réelles. Et ils étaient réveillés. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Le rêve était fragmentaire. Plutôt une série chaotique de rêveries semi-conscientes, des voix étouffées, des bruits de pas dans les couloirs et l'impression étrange de ne pas être seul dans la pièce se mêlaient dans ma tête. Mais quand j'ai ouvert les yeux, tout était comme le soir. La lumière sourde de l'aube perçait à travers les vieux rideaux. Les meubles étaient à leur place. Seul le froid semblait plus fort. Je m'habillai rapidement et décidai de faire un tour dans la maison pendant que les autres dormaient encore. J'avais besoin d'un peu d'air frais pour rassembler mes idées. Lorsque je suis sorti, j'ai été accueilli par un brouillard qui enveloppait tout ce qui m'entourait. Le vieux jardin près de la maison ressemblait maintenant à un labyrinthe impénétrable de branches et d'ombres. Je ne sais pas pourquoi, mais ce brouillard me paraissait effrayant. Il ne se contentait pas de cacher les contours, il étouffait les sons, créait un sentiment d'isolement, comme si j'étais dans un autre monde. La promenade a été courte. Je fis le tour de la maison et m'arrêtai devant une vieille grange qui se dressait au fond de la cour. Sa porte était ouverte et il faisait sombre à l'intérieur. C'était peut-être de la curiosité ou peut-être le désir d'être distrait. Mais je suis entré. L'intérieur sentait l'humidité et la poussière et les planches de bois craquaient sous les pieds. Parmi les vieux outils et le bric-à-brac, un grand coffre en bois au milieu de la pièce a attiré mon attention. Il avait l'air anormalement neuf, comme s'il avait été apporté ici récemment. Quelque chose en moi ne voulait pas l'ouvrir, mais je n'ai pas pu résister. Le couvercle s'est ouvert facilement et mon cœur a sombré lorsque j'ai vu le contenu. Il y avait des vêtements et des chaussures. Mes vêtements et mes chaussures, tous soigneusement pliés comme pour un rituel funéraire. Ce n'était pas une coïncidence. Hier encore, ces choses se trouvaient dans ma valise à l'étage. Un frisson me parcourut l'échine lorsque je réalisais que quelqu'un les avait déplacées ici exprès. J'ai entendu un bruissement derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu la porte de la grange se refermer lentement. Mon cœur battait la chamade et je me suis précipité vers la porte, réussissant à me faufiler au dernier moment. Il n'y avait personne à voir. Seul le brouillard se dissipait entre les arbres. Mais je savais maintenant que tout ce que j'avais ressenti jusqu'à présent n'était pas de la paranoïa. Quelqu'un jouait délibérément avec moi et ce n'était pas un accident. Je suis retourné dans la maison en restant sur mes gardes. Les couloirs étaient à nouveau tendus, mais cela semblait encore plus pesant. Quand je suis allé dans ma chambre, j'ai vu que ma valise n'était plus là. Il ne restait plus que l'espace vide où elle se trouvait. Je n'ai pas pu arrêter les tremblements qui me saisissaient. Après le petit déjeuner, pendant lequel
tout le monde a fait comme si de rien n'était. Margaret est venue me voir et m'a dit qu'ils allaient avoir un rituel familial important ce soir. Sa voix était aussi froide qu'avant. Elle m'a demandé de rester à la maison pour la soirée pendant qu'ils se préparaient. Ses yeux ne semblaient plus amicaux. Il s'y cachait quelque chose d'effrayant, d'inévitable. Je me rendais compte qu'il était dangereux de rester ici, mais tous les moyens de m'échapper semblaient coupés. Mon téléphone avait disparu avec ma valise. La voiture était garée de telle sorte qu'elle était maintenant bloquée par une vieille camionnette. Bien que je n'ai pas vu d'armes, j'ai senti qu'ils étaient prêts à tout. Cette maison était devenue un piège, et peut-être que ce soir, je découvrirai pourquoi. Le soir tomba avec une rapidité inattendue. Le brouillard s'épaissit et son rideau gris cache non seulement les contours du jardin, mais aussi, semble-t-il, le temps lui-même. Je suis resté assise dans ma chambre, essayant de faire face à ma panique. Tous les bruits de la maison me semblaient assourdissants. Des bruits de pas derrière la porte, les chuchotements dans les couloirs, le grincement des chaises en bas. Tout cela se mélangeait en un flot d'anxiété sans fin. Quand on a frappé doucement à la porte, j'ai tressailli. C'était Margaret. Elle m'a appelé en bas en me disant que le rituel allait bientôt commencer. Sa voix était calme, presque sans émotion, et c'était encore plus effrayant que si elle avait crié. Je me suis forcé à me lever et à descendre. Le salon était éclairé par quelques bougies. Les meubles, qui se trouvaient habituellement au hasard, étaient maintenant poussés contre les murs, créant un espace vide au milieu. Un vieux tapis était posé sur le sol, et au milieu de celui-ci se trouvait ce qui ressemblait à un petit cercueil recouvert d'un tissu noir. Les membres de la famille se tenaient debout, silencieux et figés. Leurs visages, à demi éclairés par la lumière vacillante des bougies, semblaient presque sans vie. Je me suis appuyé contre le mur, essayant de ne pas attirer l'attention sur moi. Mais c'était inutile. Tous leurs regards se sont tournés vers moi en même temps. Ce regard, vide, indifférent, m'a fait me sentir minuscule. Margaret s'est approchée et dans ses mains, j'ai vu quelque chose de brillant. C'était un couteau, simple mais grand. Elle me l'a tendu. Je me suis figé. Comme je ne prenais pas le couteau, elle parla. Ses mots étaient simples, mais chacun d'entre eux me transperçait de froideur. Elle m'a dit que cela faisait partie de la tradition, que je devais participer à la cérémonie pour honorer la mémoire de mon oncle. Sa voix était calme mais ferme. Il m'était impossible de refuser. J'ai pris le couteau. Il semblait trop lourd pour un outil ordinaire. Margaret m'a fait signe de m'approcher du cercueil dont le couvercle était écarté. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Je m'attendais à voir le corps de mon oncle, mais ce qu'il y avait à l'intérieur me fit froid dans le dos. Il y avait un miroir au fond du cercueil. Dans son reflet, je me voyais, et seulement moi. Mes propres yeux effrayés me regardaient. Margaret a dit que c'était un symbole, que chacun d'entre nous doit regarder son reflet pour comprendre que la mort n'est pas la fin, mais seulement un nouveau départ. Je ne savais pas quoi dire. J'avais l'impression que ce n'était que le début d'une sorte de rituel. Elle m'a demandé de m'asseoir sur le tapis à côté du cercueil. Les membres de la famille se sont déplacés lentement, comme s'ils accomplissaient des actions planifiées à l'avance. Ils ont allumé quelques bougies supplémentaires et les ombres ont commencé à danser follement sur les murs. Soudain, quelqu'un a posé une main sur mon épaule. Je me suis retourné, mais j'ai vu l'un de mes oncles me faire signe de ne pas bouger. Mon instinct me poussait à courir, mais mes jambes m'en empêchaient. Margaret se tenait devant moi et les autres formaient un demi-cercle. Elle a commencé à parler de la famille, des traditions, de l'importance de maintenir le lien entre les générations. Mais il n'y avait aucune chaleur dans ses paroles. On aurait dit une phrase. Puis elle a commencé à parler de la mort de l'oncle Henri et de l'importance pour chaque membre de la famille d'accepter sa place dans le cycle. Je n'ai pas compris où elle voulait en venir jusqu'à ce qu'elle se penche vers moi et me murmure qu'il était temps, qu'on ne peut pas être un étranger dans cette famille, que tout le monde s'intègre ou disparaît. J'ai essayé de me lever, mais deux hommes m'ont attrapé par les épaules et m'ont forcé à m'asseoir. La panique m'envahit. Ils allaient me faire quelque chose de terrible, mais je ne savais pas quoi. Le rituel, le couteau, le miroir, ces visages figés. Tout cela formait un tableau qui n'avait aucun sens, mais qui était mortel. Margaret a sorti de sa poche quelque chose qui ressemblait à une corde et m'a attaché les mains. J'ai essayé de protester, mais mes mots se sont perdus dans le silence tendu. Soudain, les lumières se sont éteintes. Toutes les bougies se sont éteintes en même temps, me laissant dans l'obscurité absolue. Les ténèbres m'enveloppaient avec une telle force qu'elles semblaient matérielles. Je n'entendais que ma propre respiration, lourde et irrégulière. Tous les autres sons disparaissaient, même les bruits de pas ou le bruissement des vêtements de mes proches. C'était comme si j'étais seul avec ma propre peur. Soudain, j'ai entendu le bruit d'une allumette que l'on craque. La lumière de la bougie jouait dans les mains de Margaret, illuminant son visage. Les ombres sur ses traits la rendaient encore plus terrifiante. La lumière passa rapidement d'une bougie à l'autre jusqu'à ce que la pièce soit à nouveau remplie de flammes vacillantes. Les membres de la famille se tenaient maintenant plus près de moi et leurs visages semblaient dépourvus de toute émotion. Il n'y avait qu'une seule chose dans leurs yeux, l'inéluctabilité. J'ai essayé de dire quelque chose, mais ma bouche était sèche et les mots restaient coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, Margaret a commencé à parler d'une voix froide et impitoyable. Elle m'a dit que chaque génération de leur famille devait passer par un rituel. Ce n'est pas un choix, mais un devoir.
Quiconque refuse devient une menace pour l'unité de la famille. Ces paroles ressemblaient à une ancienne malédiction. Margaret s'est approchée et j'ai senti le métal froid du couteau toucher ma peau. J'ai fait un mouvement de recul, mais les bras puissants de deux hommes m'ont maintenu en place. Elle a dit que mon oncle Henry avait trahi sa famille. Il avait choisi de les quitter, rompant ainsi le lien intergénérationnel. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Ce n'était pas un enterrement, c'était une démonstration de force, un avertissement. Et maintenant, ils me testaient. On me donnait le choix. Soit je rejoignais leur cercle, soit j'étais le prochain à disparaître comme l'oncle Henry. La peur m'a envahi. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, mais leur ton ne laissait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait de quelque chose de bien pire que la mort. Mon cerveau fonctionnait à plein régime. J'ai fait semblant d'être d'accord. J'ai hoché la tête et marmonné que j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait. Leurs mains se sont un peu relâchées et c'est là que j'ai tenté ma chance. Je me suis levé brusquement, j'ai donné un coup de coude dans l'estomac d'un des hommes et j'ai projeté l'autre en arrière. Le chaos s'est emparé de la pièce. J'ai pris un chandelier sur la table et l'ai jeté sur la moquette. Les flammes se sont rapidement propagées au tissu, créant un écran de fumée. Je sortis de la pièce en courant, ne m'arrêtant qu'un instant pour trouver une issue. Les couloirs sombres semblaient interminables, mais je me concentrais sur une fenêtre lointaine au bout du couloir. J'entendais des cris derrière moi. Ils couraient après moi. Quand je suis arrivé à la fenêtre, j'ai vu que ce n'était pas une fenêtre ordinaire, mais une petite ouverture dans le mur. Je l'ai traversée de justesse, en déchirant ma veste. Il faisait froid et sombre dehors. Le brouillard s'était encore épaissi, mais il jouait en ma faveur. J'ai couru dans la cour, me faufilant entre les arbres, jusqu'à ce que j'entende le bruit d'un moteur. C'était un vieux pick-up. Par miracle, les clés étaient à l'intérieur. Alors que je démarrais la voiture, j'ai entendu la porte de la maison s'ouvrir en grand et plusieurs personnes en sont sorties en courant. Ils criaient et agitaient les mains, mais il était trop tard. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai pris la route. J'ai roulé jusqu'à ce que le brouillard se dissipe. Mon corps tremblait. Mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'éclater. Arrivé à la ville la plus proche, j'ai laissé la voiture à la station-service et j'ai continué à pied. Je ne suis plus jamais retourné dans cette maison. Mais cette expérience a laissé en moi une empreinte indélébile. Je sais maintenant que la famille n'est pas toujours synonyme d'amour et de soutien. Parfois, il s'agit de quelque chose de complètement différent. Quelque chose dont on préfère s'éloigner. Plusieurs années ont passé, mais je n'arrive toujours pas à oublier cette nuit-là. Dans chaque couloir sombre, dans chaque écho des pas de quelqu'un d'autre, j'entends les échos de ce qui s'est passé. Je ne peux pas regarder de vieilles photos. Je ne participe plus aux réunions de famille. Je fais souvent des cauchemars dans lesquels je me retrouve à nouveau devant ce cercueil et le miroir me regarde. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la maison et des personnes que j'ai laissées derrière moi. J'ai essayé d'en parler à la police, mais ils ont simplement hoché la tête et promis d'enquêter. Je ne sais pas s'ils ont trouvé quelque chose ou non, mais une chose est claire pour moi maintenant. Je ne retournerai jamais là-bas. Parfois, j'ai l'impression qu'ils me regardent encore. Dans mes rêves, leurs yeux sont vides, figés. Je suis en vie. Mais peut-on parler de vie? Chaque nuit, je me demande jusqu'où puis-je fuir mes racines? Et me laisseront-elles un jour tranquille? Si cette histoire vous a fait frémir et vous a laissé une ombre d'angoisse, ne manquez pas de regarder mes vidéos précédentes. Une histoire effrayante à propos d'un parkrunner ou d'un camionneur ne vous laissera certainement pas indifférent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires passionnantes et effrayantes. Cliquez sur la cloche pour être le premier à les voir. Et n'oublie pas, la peur se cache même là où on ne l'attend pas. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.